Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Tout le monde connaît le proverbe « on choisit ses amis, pas sa famille ». S'il y a évidemment quelque chose de vrai là-dedans, on ne choisit pas dans quel environnement on grandit ni avec qui, ce proverbe révèle quelque chose de communément admis. Les amis et la famille, ce n'est pas la même chose. Mais est-ce une réalité partagée ? Quand nos amis deviennent notre famille, comment cela se passe ? Et en fait, c'est quoi une famille ? C'est à toutes ces questions que l'émission du jour du Labo des Savoirs va tenter de répondre. C'est bientôt Noël, l'occasion parfois de se retrouver en famille. Au Labo des Savoirs, on a voulu décortiquer ce que ça voulait dire, la famille, et s'il n'existait pas de nouvelles versions des choses sur ce chapitre-là, à l'aube de 2025. Premier quart du nouveau siècle quand même. Pour cette émission magazine du Labo des Savoirs, nous serons accompagnés de bénévoles incroyables. Vous entendrez Jérémy, qui nous parlera des liens entre les fêtes comme Noël et la notion de famille, et qui co-animera avec moi cette émission. Bonjour Jérémy. Bonsoir. Lila qui nous propose une petite analyse culturelle de la famille dans les fictions. Cécile qui s'est penchée sur ce que ça voulait dire de se disputer. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Maëlle qui a exploré où en était la PMA et la GPA en France. Bonsoir Maëlle. Salut. Et enfin Sophie qui s'est demandé ce que ça pouvait bien signifier la coparentalité. Bonsoir Sophie. Salut Julie. À distance mais quand même avec nous, vous pourrez écouter Sacha qui reviendra sur l'origine d'un concept clé de famille nucléaire. Et enfin, cette émission sera aussi ponctuée d'interventions de 2 chercheuses. Nous avons dévoré leurs pensées via leurs livres. Nous vous proposons de découvrir des extraits de leurs interviews. Gabrielle Richard, autrice de Faire famille autrement aux éditions Binge Audio, interrogée par Soisic Courbet pour le podcast de la librairie La Franchie. Et Hélène Giannichini, autrice d'un désir démesuré d'amitié, aux éditions du Seuil, au micro de Pascal Claude, dans le programme diffusé sur la RTBF « Dans quel monde on vit ?» Le son des sciences au Labo des Savoirs. Si je vous dis fête de Noël, il y a de grandes chances que les images qui vous arrivent spontanément à l'esprit soient une grande tablée intergénérationnelle remplie de victuailles dans un grand salon où les crépitements de cheminées font à peine concurrence aux échos de discussions. On peut saisir des partages de souvenirs d'enfance ou des discussions sur les futurs projets de couples de petits-enfants qui ont grandi trop vite. Mais est-ce que cela a toujours ressemblé à ça ? Nos plus fidèles auditeuristes se souviennent de l'émission Noël avant Jésus, enregistrée il y a quelques années. Mais il a fallu attendre bien après l'installation de la chrétienté en Europe pour voir naître ce moment familial par excellence. Jérémy, tu nous proposes un petit retour en arrière pour saisir cette évolution récente. Alors pour creuser l'histoire du lien entre famille et Noël, je suis allé voir du côté des travaux de John Gillis, historien américain, et notamment dans son article dont je vais écorcher tout de suite le titre, Making Time for Family, The Invention of Family Times and the Reinvention of the Family History. Donc dans ce papier, John Gillis tente de comprendre ce qui a pu faire émerger cette pratique des moments en famille, dont Noël semble faire irrémédiablement partie. Pour lui, le tournant se fait dans les années 1870, du moins dans les pays d'Europe occidentale. À ce moment-là, le foyer n'est pas organisé autour des temps de famille. Ainsi, son chez-soi n'est probablement pas doté de salle à manger où la famille se retrouverait pour le dîner. La vie est bien plus rythmée par des moments forts de la vie communale que ceux de la vie domestique. Cela s'explique notamment par un autre rapport au temps. Le salariat n'est pas encore généralisé et les journées s'organisent donc autour de diverses tâches sans qu'il n'y ait de distinction claire entre temps de travail rémunéré, temps domestique ou temps de loisirs. La révolution industrielle vient installer alors de nouvelles habitudes. Les semaines de travail bien délimitées s'articulent avec des week-ends. Cette nouvelle gestion du temps, plus linéaire, entraîne une sorte de synchronisation du temps entre les membres du foyer. Le week-end est alors vu comme un échappatoire à ces plages de temps figées, l'école pour les plus jeunes et le travail pour les autres. S'installent alors des rituels que l'on connaît encore aujourd'hui comme la célébration des anniversaires. Les enfants symbolisent alors un peu le futur de la famille, y prenant une place centrale. Cette aspiration à créer une chronologie familiale, comblée notamment par l'arrivée de la photographie dans les foyers, sème les graines du modèle de la cellule nucléaire. Je laisserai Sacha nous en dire plus juste après.
La construction de cette chronologie fait écho aussi à la peur de vieillir. La famille n'est plus la conséquence du partage d'un foyer, il s'agit aussi de partager un passé et un futur. L'installation de rituels et de traditions renforce ces liens dans le temps. Et du coup, quand on parle de rituel, Noël, dans tout ça, on en dit quoi? Justement, John Gillis affirme qu'au début du 19e siècle, Noël n'a pas vraiment la portée familiale qu'on nous connaît aujourd'hui. Cette fête, c'est avant tout l'occasion de solidifier les liens au sein d'une communauté qui est bien plus large que la famille. Les plus aisés peuvent faire des cadeaux aux plus fragiles, tant pour affirmer ce lien que leur supériorité. La nouvelle version de Noël loue plutôt la nostalgie de l'enfance. Ainsi se développe une atmosphère où l'on revient dans le foyer originel, même si l'on a quitté pour travailler ou faire sa vie ailleurs. Ces rituels font revivre via les performances des uns, des unes et des autres ce qui a été des interactions quotidiennes pour un temps, auxquelles on donne une forte valeur. Ces moments amènent aussi des comportements différenciés selon le genre des piliers familiaux. Les pères peuvent enfin s'autoriser pendant un bref moment de quitter leur rôle quotidien pour adopter la générosité du Père Noël, voire régresser en jouant avec leurs enfants. Les femmes gardent, elles, ce rôle de ciment émotionnel au sein de la famille en organisant et en animant ces espaces. L'idée forte du travail de John Gillis est donc la suivante. Noël, comme d'autres célébrations, devient un temps fort pour louer ce sanctuaire qu'est la famille, un moment où la révolution industrielle et le capitalisme naissant imposent des limites entre temps de travail et temps de repos. Le foyer devient le lieu de ressourcement des travailleurs et la famille qui gravite autour doit être renforcée à travers la création de rituels et de moments forts. D'autres célébrations communautaires ont évolué cette période pour devenir des moments marquants d'une chronologie domestique. Les mariages, les baptêmes, les enterrements et bien d'autres. Alors pourquoi pas aujourd'hui ne pas les réinventer pour les partager avec nos relations les plus précieuses. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette introduction de l'émission. En effet, comme tu viens de le mentionner, la structure familiale a évolué au cours du temps et a été impactée par la révolution industrielle et le capitalisme. C'est super intéressant de voir comment des recoins que l'on pense intimes, comme la famille, est finalement aussi impacté par des choix politiques. Par exemple, un schéma familial qui tend à disparaître en France hexagonale est celui de famille élargie. C'est un concept sociologique qui décrit le fait que, dans une famille, plusieurs générations vivent sous le même toit ou que plusieurs personnes de la même génération vivent ensemble. Alors pour illustrer cela, on peut citer une étude de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, sortie en 2023, et qui évoque ce type de schéma familial encore très présent en Polynésie française. Il représente près de 25% des ménages, alors que dans l'Hexagone, on est à 4%. Cette étude fait l'hypothèse qu'une des raisons de ce constat est la précarité économique, notamment le taux de chômage élevé ou encore la vie chère. Un autre type de schéma familial est celui de famille souche. Mais ici, rien à voir avec les origines ou le droit du sol. Il s'agit plutôt de désigner un héritier parmi les enfants, souvent l'aîné. L'héritier continue de vivre sous le toit des parents et y fonde sa famille. Les frères et sœurs en âge de se marier doivent, eux, quitter le domicile familial pour fonder leur famille. Ce type de schéma serait plus fréquent, notamment dans le sud de la France. Autant famille élargie et famille souche, vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais il y a en revanche un concept dont on entend souvent parler, c'est celui de famille nucléaire. Et c'est sur quoi tu t'es penché, Sacha, n'est-ce pas? Bien que de prime abord, famille nucléaire, ça sonne un peu radioactif, rien à voir avec l'uranium, rassurez-vous. Nucléaire, soit nucleus en latin, signifie noyau. Dans cette vision, le noyau représente les parents, qui sont le centre de la famille. Au sens large, la famille nucléaire est un modèle composé d'un couple, hétéro ou homo, marié ou non, et de leurs enfants, biologiques ou adoptés. Et c'est tout. Ce schéma s'oppose à la famille dite élargie, qui comprend, elle, les grands-parents, les tantes, les oncles, les neveux, etc. Il s'agit d'un terme utilisé principalement dans les sociétés occidentales. L'origine précise de ce terme reste trouble, mais sa popularisation dans le monde académique proviendrait de l'anthropologue américain George Murdoch, grâce à son livre Social Structure, publié en 1949. Le terme de famille nucléaire s'est donc répandu à la seconde moitié du XXe siècle, même si le concept est plus ancien. À cette époque, après la Seconde Guerre mondiale, les politiques économiques et sociales, comme l'accès à la propriété et le réarmement démographique, clin d'œil à un certain Emmanuel M, renforcent l'idée de la famille nucléaire. Elle est ici composée de la mère, qui est au foyer, du père, qui lui travaille et se veut être le pilier économique, et bien sûr de leurs enfants. Elle était perçue comme une cellule sociale stable, adaptée à la consommation de masse et à l'individualisation des foyers.
mais le processus a en réalité démarré bien avant. L'industrialisation, débutante du XVIIIe siècle, puis son accélération fulgurante au XIXe siècle, en Europe et en Amérique du Nord, a bouleversé les structures familiales. Les individus ont migré vers les villes pour travailler dans les usines, souvent loin de leurs familles plus élargies, ce qui a favorisé la formation de ménages composés uniquement de parents et de leurs enfants. Dans les sociétés pré-industrielles occidentales, les familles élargies prédominaient. Elles regroupaient plusieurs générations sous un même toit, partageant les responsabilités économiques et sociales. L'historien et anthropologue français Emmanuel Todd écrit dans le premier tome de sa série d'ouvrages nommé L'origine des systèmes familiaux qu'il faut distinguer deux formes principales de famille nucléaire. La famille nucléaire absolue, typique de l'Angleterre, où les individus sont autonomes et les enfants ne bénéficient pas d'un héritage égalitaire, ce qui a servi de base à l'individualisme et au libéralisme politique. Et la famille nucléaire égalitaire, typique des régions comme le bassin parisien, où les enfants héritent également. Ce modèle aurait, selon lui, favorisé l'adhésion aux principes de liberté et d'égalité, notamment ceux de la Révolution française. J'utilise beaucoup le mot occidental dans cette chronique, et ce n'est pas pour rien, car ce modèle de famille nucléaire n'est clairement pas universel. Dans ses travaux, Emmanuel Todd montre que ce concept dépend fortement d'un contexte culturel et historique précis. Et il existe plein d'autres façons de faire famille que vous découvrirez tout au long de cette émission. Merci Sacha d'avoir reposé le concept de famille nucléaire qu'on entend si souvent. D'ailleurs, ce schéma familial nucléaire est très lié à la procréation hétérosexuelle, car la filiation biologique est prise pour acquise pour la plupart des couples. C'est en tout cas ce qu'explique Gabrielle Richard, sociologue et chercheuse, spécialiste des questions de genre et de sexualité, dans Faire famille autrement, livre publié en 2022. La filiation biologique, dans le cas de couples hétérosexuels, n'est abandonnée que si les futurs parents rencontrent des problèmes pour avoir un enfant. Je cite Gabrielle Richard. Tout contribue, dans nos sociétés, à ce que l'on associe parentalité et lien biologique. D'un côté, on hiérarchise les moyens d'accéder à la parentalité et on place la parentalité biologique devant toutes les autres, avec comme corollaire l'obligation d'y recourir si elle est physiquement possible. De l'autre côté, on tente de mimer le lien biologique dans les cas de parentalité non biologique via des appariements. Et tout ça alors que le lien biologique n'est pas du tout indispensable. Et justement, faire des enfants autrement, permettre des parentalités non biologiques, c'est le sujet que tu as choisi pour ta première chronique au Labo des Savoirs, Maëlle. Oui, Julie, exactement. En ce contexte de fin d'année, de fête de fin d'année et donc de réunion de famille, je vais parler un peu de ce qu'est faire famille autrement dans le sens de créer et construire sa famille, notamment en parlant un peu de PMA et de GPA. Est-ce que tu peux nous rappeler le sens de ces acronymes? De quoi on parle quand on parle de PMA et de GPA? Alors, il faut savoir que quand on parle de PMA, on parle de procréation médicalement assistée et que ça regroupe en fait plusieurs techniques et pratiques médicales différentes. Dans la PMA, on a déjà l'insémination artificielle qui consiste à l'introduction de sperme dans l'utérus, donc en opposition à l'insémination naturelle qui peut avoir lieu dans le cas d'un couple cis-hétérosexuel. La fécondation à ce moment-là, elle se fait donc dans le corps. Dans une deuxième méthode, on a la FIV, donc fécondation in vitro, où la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde a lieu en laboratoire. Ensuite, l'embryon est implanté dans l'utérus. C'est ce qu'on appelait au début la technique des bébés éprouvettes ou la FIVette. On peut également avoir recours à une injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, ICSI, ce qui est moins connu et je vais pas en parler aujourd'hui. Cette fois, on va directement injecter un spermatozoïde dans un ovocyte. On peut ensuite considérer dans les moyens de PMA la conservation des gamètes qui se fait par cryoconservation, donc conservation par le froid des ovocytes et donc par les spermatozoïdes ou les ovules, pour les utiliser a posteriori. Donc ça peut être intéressant dans des cas de transition de genre par exemple, pour éviter un arrêt d'une prise d'hormones ou bien s'il y a une hystérectomie ou une vasectomie. Donc là, je vois un peu plus clair pour la PMA. Je ne savais pas déjà qu'il y avait différentes méthodes qui existaient entre l'insémination artificielle et la FIV. Et du coup, pour la GPA? Alors cette fois, pour la GPA, on parle de gestation pour autrui. Et en fait, c'est une pratique qui est un peu plus spécifique, mais pas moins compliquée. Il s'agit d'avoir recours à une mère porteuse, donc une femme qui va porter le fœtus pendant son développement, sans que ce soit sa mère. En fait, à la naissance, l'enfant aura des parents d'intention.
Et il faut aussi savoir qu'en France, c'est strictement interdit. Et que donc les couples et personnes qui souhaitent y avoir recours le font surtout à l'étranger, principalement dans des pays hors Europe. Pour avoir recours à la GPA, il faut donc bien se renseigner avant sur les lois du pays dans lequel, là où les personnes y ont recours, que ce soit par rapport à la rémunération, parce qu'il existe la GPA altruiste, où la mère porteuse ne va pas recevoir de salaire, et il existe aussi la GPA commerciale, où là, la personne va être rémunérée en tant que salaire. Et donc, il faut aussi se renseigner sur la reconnaissance de l'affiliation du ou des parents ensuite. Dans des cas de GPA, la plupart du temps, il s'agit d'une GPA qui est ensuite obtenue par PMA, donc notamment par insémination artificielle ou FIV. Donc on implante les gamètes des futurs parents dans une personne tierce, et plus minoritairement, la mère porteuse peut donner son propre ovocyte pour créer l'enfant, mais ça reste assez rare. Et du coup, dans quel cas on y a recours à la PMA et à la GPA? Et en fait, est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus tendance à avoir recours à ce type de procréation? Alors, pour entamer un parcours de PMA en France, il faut répondre à certains critères. Donc déjà, soit celui d'être dans un couple cis-hétérosexuel, ou depuis plus récemment, les couples lesbiens ou les femmes seules peuvent aussi y avoir recours. Dans tous les cas, ces trois catégories, il faut qu'il y ait un plan parental d'établi, donc c'est-à-dire qu'il y a un désir d'enfant qui soit réfléchi avant, que la femme ait maximum 43 ans, et enfin d'être en assez bonne santé pour que les traitements soient sans danger et que la PMA ait des chances réelles de réussir. Le parcours, il débute par des rendez-vous médicaux avec des spécialistes qui vont d'abord établir un bilan complet, notamment sur l'infertilité, les antécédents et les chances de succès de la PMA. Et ensuite, évidemment, la partie administrative à passer, donc avec là les questions de consentement. Dans les cas des couples de femmes ou de femmes seules, il faut aussi passer par une étape de reconnaissance anticipée de l'enfant auprès d'un ou une notaire. Et après tout ça, le parcours médical peut commencer. En fait, les étapes après changent suivant le type de PMA. C'est un processus qui est pris en charge par la sécurité sociale en France, mais avec certaines limites. Donc déjà, le nombre de tentatives, donc 6 pour les inséminations artificielles et 4 maximum pour les fécondations in vitro. Et ensuite, l'âge où on va considérer qu'il faut que la femme ait maximum 43 ans pour pouvoir avoir recours à une PMA. Donc c'est des parcours assez longs, j'imagine, avec toutes ces étapes, beaucoup plus que pour des procréations hétérosexuelles finalement. Tu parlais tout à l'heure de, voilà, il faut se renseigner sur les lois du pays qui existent et qui ont lieu, enfin qui existent à l'heure actuelle. Et du coup, légalement en France, comment ça se passe au niveau de la PMA et de la GPA? Alors en France, la PMA est encadrée depuis 1994 pour les couples hétérosexuels, mais les dernières réformes de la loi bioéthique de 2021 ont permis d'ouvrir ce dispositif aux couples de femmes et aux femmes seules, donc comme j'ai pu le mentionner un peu plus tôt. Ça reste donc super récent. En parallèle, la GPA, elle est interdite en France, comme j'ai aussi rapidement évoqué, et ça depuis les premières lois bioéthiques de 1994 qui étaient liées au respect du corps humain, même si elle était pratiquée en fait avant. Cette interdiction a fait donc que les personnes qui souhaitent mettre ça en place, en fait, le font à l'étranger, dans les quelques pays qui l'autorisent. Donc la GPA, ça reste en fait une des grandes questions éthiques concernant les moyens de reproduction. Et côté PMA, tout n'est pas résolu non plus, puisque, par exemple, qu'en est-il des hommes trans qui pourraient en soi techniquement parfois avoir recours à la PMA, mais la loi en fait ne prédit pas ces cas-là. Oui, il y a encore des angles morts du coup Exactement. concernant les droits d'accès à la procréation pour tout le monde finalement. Merci Maëlle pour cette chronique. Pour des couples lesbiens, le parcours de PMA n'est pas un long fleuve tranquille et sans surprise, des injonctions sociétales sur le corps des femmes surgissent. On écoute Gabrielle Richard, autrice de Faire famille autrement, en parler au micro de Soisy Courbet. Dans un contexte un couple de lesbiennes, deux femmes cisgenres qui sont en couple, si il n'y a aucune difficulté à concevoir ni d'un côté ni de l'autre, il n'est pas rare que les deux femmes rapportent sentir de la pression de la part de leur famille élargie à l'effet que ça serait chouette si c'était toi qui portais, ce serait chouette si c'est toi qui vivais cette expérience de la grossesse. Donc, une espèce d'incitatif à porter qui est souvent pas interrogé, enfin qui est très parlant dans la mesure, évidemment, porter un enfant, c'est tout sauf anodin en termes de ce que ça implique pour le corps et pour la vie, pour la carrière et pour le quotidien, etc. Donc, c'est pas des décisions qui sont anodines, mais c'est des décisions qui ne sont pas uniquement prises par les personnes impliquées dans le projet parental, mais qui font souvent l'objet de pression extérieure.
La question du lien parental aussi m'a beaucoup interpellée dans les contextes de... Là, j'ai des exemples, en l'occurrence, qui concernent plutôt des femmes cisgenres, mais dans les contextes de procréation médicalement assistée, ou, comme je l'évoquais, par exemple, dans mes exemples personnels d'entrée de jeu, il y a cette idée que les corps sont potentiellement interchangeables et que si une personne est en incapacité de tomber enceinte pour une raison X ou Y, c'est pas grave. S'il y a une autre personne qui peut tomber enceinte, c'est sûr qu'on va se tourner vers cette personne-là, à la limite, comme si justement ces corps étaient interchangeables et qu'il n'y avait pas potentiellement d'agentivité de la part des personnes qui sont détentrices de ces corps-là. Alors, au-delà de l'interchangeabilité des corps, Gabriel Richard évoque d'autres problèmes communs dans un parcours de PMA pour un couple lesbien, notamment le stéréotype « il va manquer quelque chose », c'est-à-dire l'autre sexe, valable aussi dans le cas d'une mère seule, ou encore la reconnaissance de l'autre parent, qu'on appelle le parent social. Une galère qui est bien mise en scène dans la récente série d'Arte « Patience mon amour » pour PMA. Dans les livrets de famille subsistent toujours 2 cases, père et mère. Pour le parent social, il faut procéder à une adoption et celle-ci est conditionnée à la présence d'attestations sur l'honneur de plusieurs proches qui témoignent de l'implication du parent social dans la vie de l'enfant, ce qui est pour beaucoup vécu comme une humiliation, et l'adoption n'est effective qu'au bout de 2 mois. Dans le cas des couples gays, le fait que la GPA en France soit interdite est une discrimination supplémentaire dans leur droit d'accès à la parentalité. Donc l'adoption est une possibilité, mais elle n'est pas facile pour autant. Par exemple, en 2019, un contrôle des procédures d'adoption en Seine-Maritime par l'Inspection générale des affaires sociales relevait que la diffusion d'une information dissuasive pour les célibataires et les homoparents, ainsi que l'existence d'une règle tacite privilégiant les couples hétéroparentaux. Donc on a encore bien des progrès à faire pour permettre et soutenir l'existence de schémas familiaux pluriels. En attendant, faisons une petite pause dans cette émission magazine spéciale schémas familiaux en écoutant 9 Million Witches de Winter Family. Knocking at your door. All is right for you to do is break to mighty Lord. You control or you dominate. You kill and then you cry. We know the game, we know the drill. We've been here all our lives. 9 million witches. 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 La science dans tous ses états. Au Labo des Savoirs. C'était 9 Million Witches de Winter Family. Nous sommes de retour à l'écoute du Labo des Savoirs pour cette émission magazine avec les bénévoles sur les schémas familiaux. À la fin de l'été 2024, un livre est apparu dans les librairies intitulé « Un désir démesuré d'amitié » écrit par Hélène Giannichini, docteur en littérature, spécialiste du lien entre texte et image. Ce livre, à mi-chemin entre une fiction et une enquête dans les archives queer,
questionne la conception que l'on se fait de la famille, tant dans son organisation quotidienne que dans la forme qu'elle peut prendre. On peut y découvrir la situation de Gloria et Minnie, deux femmes dont Hélène Giannichini découvre par tâtonnement une photo dans une boîte d'archives. Une note accompagne la photo pour donner quelques éléments de contexte. Deux voisines d'un même hôtel qui louent des chambres basiques, souvent pour des séjours de longue durée. Un lien se tisse entre elles que l'autrice souhaite décrire à la manière d'un lien familial. Je cite. « Contrairement à ce que peut laisser penser la photographie sur laquelle elles se tiennent la main, le texte ne mentionne à aucun endroit une liaison entre les deux femmes, mais évoque plutôt une très forte amitié. Nous comptions l'une sur l'autre, j'avais confiance en Minnie comme en personne d'autre avant elle. Les deux amies partagent un quotidien, Gloria garde Emmett quand Minnie doit faire une course, et semble se lier au petit garçon. Les anecdotes s'enchaînent, toutes très factuelles, et révèlent une amitié faite d'échanges concrets, d'une immense confiance qui s'incarne dans la matérialité de leurs existences. Gloria s'occupe de Minnie quand celle-ci tombe malade, joue avec Emmett. Elle raconte qu'elle achète une voiture en bois que le petit adore. Leur laisse parfois de la nourriture devant leur porte. À son tour, Minnie reprise les vêtements de Gloria, la console un soir, alors qu'elle a vraisemblablement trop bu à cause d'un chagrin d'amour. On comprend dans le texte que Gloria, Minnie et Emmett forment une famille, bien que Gloria et Minnie n'aient pas de relation romantique et ou sexuelle. Gloria et Minnie partagent leur quotidien, sont là l'une pour l'autre, prennent soin d'Emmett. Ainsi, au-delà d'avantages purement logistiques, Emmett a probablement reçu un héritage de cette relation, à l'image d'une éducation transmise par une famille plus traditionnelle. La reconnaissance d'un tel héritage est au cœur de la démarche d'Hélène Giannichini. On l'écoute au micro de Pascal Claude dans le programme diffusé sur la RTBF Dans quel monde on vit. Vous vouliez absolument lui rendre hommage et vous écrivez « Les idées, les gestes, les engagements dont nous héritons excèdent largement ceux de notre famille ». Oui, je crois qu'on est lié à une histoire plus grande que simplement notre histoire familiale et qu'elle est multiple. Et je crois que avoir une histoire, c'est avoir de la puissance et que enlever aux gens leur histoire, détruire l'histoire des gens, détruire les objets de leur patrimoine et de leur histoire, c'est une manière terrible de les affaiblir. Cette situation donne à voir une forme de coparentalité. Et justement, Sophie s'est penchée sur ce sujet pour l'émission du jour. Tout à fait, Julie. Le terme de coparentalité, je l'entends, je le lis et je le vois de plus en plus. À commencer par le titre de cet article de Télérama de février 2024, « Coparentalité platonique, de meilleurs amis, ils sont devenus parents ». Cet article raconte l'histoire de Sana et Nicolas, qui sont amis depuis 10 ans et en garde alternée de la petite Ida, qui a 2 ans. Le terme apparaît aussi dans le titre d'un podcast de France Inter en avril 2024, « 3 parents et un couffin » ou la réalité de la coparentalité, qui raconte l'histoire de ce couple d'hommes et de cette femme célibataire qui se sont rencontrés pour faire un enfant ensemble. Alors j'ai voulu savoir ce que ça voulait dire coparentalité aujourd'hui. Est-ce que c'est des amis qui élèvent un enfant ? Est-ce que c'est des parents qui ne vivent plus ensemble mais qui alternent la garde de cet enfant ? Est-ce que ce sont des couples gays ou lesbiens qui deviennent parents ? Mais ça ne peut pas être tout à la fois ? Bon, pour de vrai, oui, ça peut être tout à la fois. Mais on va reprendre depuis le début. Déjà, coparentalité, ça veut dire tout simplement partage de la parentalité. Et le mot important ici, c'est parentalité, qui, contrairement à parenté, qui inclut la généalogie, la parentalité veut dire simplement être parent, indépendamment du lien biologique. La notion de coparentalité n'est donc pas attachée à l'existence d'une relation amoureuse entre deux personnes, ça c'est la conjugalité, ni à l'hétérosexualité du couple parental, ni même à une filiation génétique entre parents et enfants, ni même encore au partage d'un logement unique. Du coup, si ce n'est pas tout ça, est-ce que c'est quand même un terme fourre-tout, ce terme de coparentalité ? Pas vraiment, c'est en réalité un mot qui est posé sur une réalité qui existe depuis des années, mais en silence. Elle concerne d'abord les adultes anciennement en couple, qui continuent d'élever leurs enfants ensemble, mais aussi les couples gays ou lesbiens avec des enfants. Et il y a plusieurs déclinaisons. Dans l'article « La filiation à l'épreuve de la paternité gay », paru en 2007 de Emmanuel Graton, maître de conférences en psychologie sociale à l'Université d'Angers, plusieurs différents types de coparentalité sont abordés, ici chez les hommes gays. Alors je vais vous en citer quelques-uns, ça permet de voir un petit peu les diversités des situations qui peuvent exister. On commence avec la coparentalité exclusive, où l'enfant est d'abord celui des géniteurs. Dans le cas d'un couple d'hommes, il y a donc le père biologique, qui a l'autorité parentale, qui est partagée a priori avec la maman, et le partenaire, qui se retrouve plutôt en périphérie de la relation parentale. Il y a ensuite l'exemple de la coparentalité bipolaire, qui se rapproche plus du modèle conjugal classique entre un homme et une femme.
Cette fois, les parents forment deux mondes, celui du papa et de son conjoint, et celui de la maman et de son ou sa conjointe. Deux univers distincts pour l'enfant, où il existe une relation de confiance entre les deux couples parentaux, mais une division des rôles qui subsiste et qui suit la division des sexes. Il y a la famille de maman et il y a la famille de papa. Il y a également la coparentalité intégrative. Cette fois, le projet se fait bien avec 4 adultes. Souvent, c'est un couple gay et un couple lesbien, mais pas toujours. Ces deux couples partagent le projet d'enfant tous ensemble, et cette fois, donc, ils vivent tous sous le même toit, souvent, et donc c'est 4 adultes qui forment la famille avec l'enfant. Et enfin, il y a les schémas que l'on connaît un peu mieux. La biparentalité, quand un couple gay, lesbien, voire hétéro décide d'avoir un enfant ensemble, à deux. La parentalité est partagée et la dimension conjugale est ici plus forte que la dimension procréative. L'enfant n'est pas au centre du projet, comme c'était le cas dans les coparentalités précédentes. Et du coup, là, dans toutes les coparentalités que tu viens de décrire, il y a à chaque fois cette notion de couple. Mais est-ce que ça existe, du coup, cette coparentalité entre amis? Eh bien, c'est justement la notion émergente qu'on entend de plus en plus, ce partage de parentalité, élever des enfants avec des amis. En fait, c'est se débarrasser de tout le paquet d'injonctions implicites qui étaient mis dans la notion de parent. Celui d'être en couple, celui de l'hétérosexualité, celui de l'affection amoureuse, celui de la filiation, celui de la supériorité de la relation amoureuse sur les autres relations, comme les relations amicales, celui de l'exclusivité. Tout ça, on s'en débarrasse. Et c'est d'ailleurs une question qui est abordée dans le livre Nos puissantes amitiés de la journaliste Alice Rebaud. Avoir un enfant avec des amis, c'est souvent accepter moins de compromis avec le conjoint ou la conjointe, c'est moins facile, mais souvent, par opposition, on peut par exemple mieux communiquer sur ses besoins ou sur la répartition des tâches. Donc ce n'est pas une situation qui est mieux, mais bien une situation qui est différente. Et est-ce qu'avec tout ça, on voit naître des nouveaux modèles du coup familiaux? Alors, ces coparentalités signifient effectivement la naissance de nouveaux modèles, mais pour moi, c'est surtout la mort de l'ancien, ou en tout cas la fin de l'exclusivité du modèle un papa, une maman, un enfant ou des enfants. On rappelle, ce modèle n'est pas naturel, c'est pas le bon modèle, il est loin d'avoir fait l'unanimité dans l'histoire ou à travers les différentes cultures. Emmanuel Graton revient d'ailleurs dans son article sur ce fameux modèle qu'il appelle le modèle bioconjugal. Il cite notamment la sociologue Françoise Héritier pour qui ce modèle a permis d'ancrer la domination masculine dans l'intimité. Oui, la femme a le pouvoir naturel de faire des enfants. Vite, il faut que l'homme puisse avoir le pouvoir de dominer la femme et de lui imposer une descendance qui est la sienne. Ce modèle bioconjugal a notamment pris son essor au XIXe siècle, on en a parlé tout à l'heure, avec les profonds changements politiques, économiques, sociaux et notamment l'exode rural. Quand on n'a plus de village ou de communauté pour élever un enfant, on se resserre sur les deux parents. Et la sexualité, la conjugalité, la parentalité se lient alors dans un unique complexe. Aujourd'hui, il est temps de délier à nouveau tout ça. Grâce à Sophie, on peut arriver à un peu mieux imaginer ces modes relationnels qui sortent des cases. Merci beaucoup. Le défi qui suit est comment les documenter, comment les représenter. Même l'œil expert d'archiviste n'a pas d'astuce pour percevoir ces liens trop peu codifiés. C'est ce que nous explique Hélène Gianecchini dans l'extrait qui suit. Vous aimez beaucoup les photos, on l'a compris, et on y reviendra. Mais je me demandais, est-ce que l'amitié, ça se voit? Eh ben non, c'est une très bonne question. L'amitié, ça se voit pas. Donc j'ai été assez perdue dans les archives. Quand j'écrivais même à des fonds d'archives aux États-Unis, en disant je cherche des archives de l'amitié, les archivistes étaient un peu embêtés pour moi et me redirigeaient vers... c'était drôle, c'est signifiant aller regarder le classeur ou la boîte, soirée ou manifestation. Et c'est-à-dire que non, on n'a pas par exemple d'album de l'amitié. On fait des albums de famille, très peu d'albums d'amitié. Et en tout cas, ces objets-là sont pas consignés, Et donc, c'était assez difficile. Il a fallu chercher entre les catégories pour trouver ces archives-là et ces images-là. Et imaginer peut-être aussi. Ouais. Et mettre des hypothèses que vous faites tout au long de votre récit. Oui, il y a de la fiction dans ce livre. Il y en a beaucoup. Et j'ai fini par trouver. Je cherchais aussi des images de l'amitié dans leur quotidienneté. Et j'ai fini par trouver quelqu'un qui avait fait ces photographies-là, et c'est la photographe américaine Donna Gottschalk qui a photographié ses amis, la manière dont on va traîner chez ses amis, on s'allonge sur le lit de sa meilleure amie ou de son meilleur ami, on discute, on joue aux cartes. Elle a aussi photographié cette vacance-là qui est rare dans les images. Alors fuyons quelques instants dans l'imaginaire avec toi, Lila. On le sait tous, Noël peut être une période de joie, mais aussi une période très difficile pour certaines personnes qui n'ont pas de bonnes relations avec leur famille.
Heureusement, en 2024, la parole se libère et les schémas familiaux changent. Rien ne vous oblige à passer les fêtes avec des gens toxiques et irrespectueux. À ce titre, j'aimerais parler du concept de found family, ou famille trouvée dans la fiction. Le concept de la famille trouvée, ou found family du coup, c'est un thème récurrent qui renvoie à l'idée que les liens choisis peuvent être aussi forts que les liens biologiques. Ces œuvres, mettent souvent en avant des personnages qui sont marginalisés, qui sont solitaires, ou en quête d'appartenance. Ces récits célèbrent la manière dont les relations forgées par l'expérience, la confiance et le soutien mutuel peuvent construire des familles alternatives. On peut explorer cette notion à travers 2 œuvres majeures, Cowboy Bebop et One Piece. Dans Cowboy Bebop, la famille trouvée se manifeste à travers l'équipage hétéroclite du vaisseau Bebop. Spike Spiegel, le héros de l'anime, un ancien assassin mélancolique, Jet Black, un ex-policier désabusé, Faye Valentine, arnaqueuse amnésique, Edward, une enfant prodige excentrique, et Aine, un chien génétiquement modifié. Des personnages qui n'ont à première vue que leur isolement respectif et leur incapacité à s'intégrer dans la société. Le Bebop devient pour eux un refuge, un lieu où ils se rapprochent et apprennent à coexister. C'est certainement pas une famille idéale, chacun reste marqué par ses propres traumatismes, et les conflits internes sont très très nombreux. Cependant, à travers les épreuves, ils développent un lien tacite de loyauté et d'affection. La douleur de leurs adieux dans les derniers épisodes souligne justement l'importance des liens qu'ils ont créés. Le message de Cowboy Bebop, c'est clair. Même si les membres d'une famille trouvée finissent par se séparer, les moments partagés restent une source de réconfort et de croissance personnelle. Dans One Piece, l'idée de famille trouvée, c'est le cœur même de l'histoire. Luffy, le héros qui recrute son équipage, il ne les recrute pas en cherchant des individus aux compétences spécifiques, mais en tendant les mains à des âmes blessées. Chaque membre des chapeaux de paille, donc Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook et Jinbei, ont tous rejoint l'équipage avec un passé douloureux, souvent marqué par des ruptures familiales ou des traumatismes. Ce qui différencie One Piece, c'est la manière dont la famille trouvée transcende les liens individuels pour devenir une véritable structure collective. Sur le Sunny, chaque membre trouve une place là où il est accepté tel qu'il est, où ses rêves et ses aspirations sont soutenus, et où il peut se dépasser. Le rêve commun de Luffy de devenir roi des pirates agit comme une force unificatrice, transformant un groupe disparate en une véritable famille. Je peux pas m'empêcher de faire un parallèle justement, alors énorme spoil, la famille Vinsmoke, la famille de Sanji. On découvre les origines de Sanji, qui vient en réalité d'une famille extrêmement riche, mais également extrêmement abusive. Le contraste avec les antagonistes de la série est assez frappant. Là où les équipages des chapeaux de paille reposent sur l'amour et le respect mutuel, les groupes opposés sont souvent motivés par la peur, la manipulation ou des ambitions égoïstes. Donc One Piece illustre que la famille trouvée, c'est pas une simple alternative aux liens biologiques, mais une structure qui repose sur des valeurs choisies, le respect, l'entraide, l'amour et l'antifascisme. Ces récits nous rappellent qu'il est possible de créer des liens significatifs ailleurs que dans la famille biologique, avec ceux qui nous comprennent et qui nous soutiennent dans nos quêtes personnelles. Que ce soit dans l'intimité mélancolique de Cowboy Bebop ou dans l'aventure collective de One Piece, la famille trouvée, ça célèbre la force de l'amitié, la résilience humaine et la capacité à surmonter des blessures du passé pour bâtir un avenir commun. C'est une ode à l'idée que, où que l'on soit, il est totalement possible de trouver sa tribu. Merci Lila pour ce beau tour d'horizon. Ces questions de représentation sont toujours débattues, avec derrière l'expression d'un besoin dans la diversité des personnages qui peuplent nos enfances, nos adolescences et plus généralement nos imaginaires. Hélène Gianecchini l'évoque aussi, bien qu'elle ait pu elle-même grandir dans une famille atypique. Dans le livre, en tout cas, je dis que j'ai commencé, que je croyais que j'existais pas jusqu'à rencontrer des semblables. C'est qui les semblables ? Eh ben, c'est large, justement. C'est des déviants. C'est des déviants et des déviantes. Mais j'aime bien garder ce terme aussi large que ça, où c'est des vies infâmes. J'aime beaucoup un texte de Foucault qui s'appelle « La vie des hommes infâmes ». Moi, j'aime bien les vies infâmes. C'est-à-dire les vies qui se passent aux marges, homosexuelles ou non. En tout cas, d'autres modèles de vie. Et ça, j'ai mis un peu de temps avant de rencontrer ces gens-là. Alors ces récits n'ont pas pour seule vocation d'apporter une bouée aux personnes queer. Pour Gabriel Richard, ils permettent aussi de casser les carcans dans lesquels même les familles hétéros peuvent se sentir un peu à l'étroit. On s'assoit, on est
une personne, 2 personnes, 3 personnes, peut-être plus de personnes, et on a ce projet de parentalité. Comment on va de l'avant avec ça? Qui souhaite s'impliquer? Comment? En fait, je simplifie, mais cette idée que, est-ce qu'on souhaite avoir un lien biologique avec cet enfant-là? Oui, non, est-ce que ça nous semble primordial? Oui, est-ce que c'est très important pour certaines personnes? Est-ce que c'est quelque chose qui est donc non négociable pour certaines personnes? Oui, non. Est-ce que donc, comment on va de l'avant avec ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite porter l'enfant? Oui, non. Si on n'a pas une personne qui souhaite porter l'enfant et qu'on souhaite ce lien biologique, comment on peut procéder? Donc, il y a cette idée, non, justement, donc on fait au mieux en fonction de nos valeurs personnelles, en fonction des ressources dont on dispose, en fonction de nos désirs respectifs de nous engager dans la vie de ces enfants-là. Donc, j'ai fait un entretien avec une personne qui était en couple avec 2 autres personnes au moment de notre entretien. Et donc, c'était on appelle un throuple. Et ces 3 personnes-là étaient en couple, en trouble, depuis plusieurs années. Et le désir de parentalité est venu au sein de cette entité-là, mais seulement chez 2 personnes, c'est-à-dire 2 partenaires de ce couple à 3, pour faire simple. Et donc, il y avait cette idée, justement, est-ce que ce désir de parentalité, est-ce qu'il doit absolument être arrimé pleinement à ce trouble conforme? Est-ce que tout le monde doit être impliqué là-dedans ou au contraire, il y a une marge de manœuvre potentielle? Et évidemment, il s'avère qu'il y a une marge de manœuvre potentielle. Et pour la petite histoire, donc ces 3 personnes-là ont décidé d'aller de l'avant avec le projet de 2 de ces personnes-là. Il y a eu un déménagement, on a déménagé, on a quitté la grande ville où on se situait pour avoir accès à la propriété, pour faire que dans la maison principale, il y avait les 2 coparents et l'enfant qui est né par la suite. Et il y a eu, construction d'une tiny house dans le jardin où pouvait habiter la 3e personne. Donc, il y avait cette idée de comment on maintient ces relations amoureuses et sexuelles qui plaisent à tout le monde et qui conviennent à tout le monde, en faisant néanmoins que ce désir de parentalité puisse être comblé pour les personnes qui le souhaitent. Je pense que ça montre bien à quel point, justement, bien des personnes queer peuvent considérer que c'est pas nécessaire, dans tous les cas, de faire qu'on soit nécessairement en couple avec son coparent, que notre coparent soit nécessairement aussi notre partenaire amoureux, aussi notre partenaire sexuel, aussi notre partenaire financier. Donc, il y avait cette idée que potentiellement, c'était des dimensions qui, oui, pouvaient se superposer, mais qui aussi pouvaient se décaler, prendre un pas de distance les unes avec les autres. Je pense qu'on gagne à connaître davantage des exemples comme ça pour s'en inspirer, et pas uniquement dans des contextes de famille queer, évidemment. Rendre plus malléable sa conception de la famille, c'est aussi chérir ces relations qui nous marquent durablement, bien que fugaces. Et là, c'est un argument génial du théoricien américain Jack Halberstam, qui dit, mais c'est quoi cette obsession de la durée? Que les liens les plus importants, c'est les liens les plus longs. Par exemple, moi, mon grand-oncle, dit Halberstam, il me connaît depuis que je suis née, j'ai 45 ans. Il n'a rien fait pour moi, alors que hier, j'ai rencontré quelqu'un en soirée, avec qui j'ai eu une discussion pendant 4 heures, et qui a 10 fois plus changé ma vie que cet oncle que j'ai vu 2 fois. Pourquoi est-ce qu'on considère pourtant que cette relation est plus importante? Hélène Giannichini indique toutefois qu'elle ne cherche pas à rédiger un ouvrage trop élogieux ou naïf sur la question de l'amitié. Certaines relations n'échappent pas au conflit ou à la déception. Que les orages tourmentent votre famille choisie ou que vous soyez forcé de passer un moment avec votre grand-oncle peu réconfortant, Cécile vous propose maintenant d'aiguiser votre regard sur ce qui se passe durant une dispute. Alors Cécile, qu'est-ce qu'une dispute et quand est-ce qu'elle commence ? Alors, selon le philosophe Maxime Rovère, la dispute n'a pas vraiment de commencement. Elle commence à avoir lieu au moment où il y a de la tension et de la souffrance et peut rester à l'état latent. Une dispute, c'est d'abord une accélération des échanges, due à l'irritation grandissante de ne pas être compris. On dit quelque chose, on a l'impression que ce n'est pas compris et donc l'échange s'accélère. On cesse alors d'être à la recherche de ce que l'autre veut dire. Or, comme c'est réciproque, les 2 interlocuteurs vont cesser de s'écouter et se mettre à vouloir être compris à tout prix, quitte à chercher à faire taire l'autre pour pouvoir parler, être entendu. Face à cette mise au silence de l'autre, le ton monte. On se met à crier, on se coupe la parole et c'est comme si on se retrouvait piégé dans l'interaction. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? En fait, quand on souffre, on a envie que ça cesse. On cherche donc à identifier une cause. Et dans la vie quotidienne, on pense souvent que la cause des actions, ce sont les personnes. Mais supposer que sa souffrance est uniquement due à une personne et ses actions est problématique, car c'est oublier que nous sommes nous aussi acteurs de la situation. Maxime Rovère utilise beaucoup de mots et d'idées empruntés à la physique, comme système, ordre, chaos, ou des concepts comme l'effet papillon.
Très bien, et du coup, comment est-ce qu'on transpose ces concepts physiques à l'être humain et aux relations entre eux? Alors selon lui, quand on réfléchit à nos comportements et aux événements qui nous arrivent, on a tendance à se référer à un système classique où une cause produit un effet et où l'effet est proportionnel à la cause. Mais aujourd'hui, la physique propose bien d'autres modèles, comme par exemple l'effet papillon où une petite cause peut produire de très gros effets. Par exemple, si dans un dîner de famille, tout le monde se met à hurler, ce n'est pas uniquement la faute de l'oncle Pascal qui a dit une énormité misogyne. En fait, le problème vient du fait qu'on a d'abord toléré l'oncle Pascal. On l'a laissé dire. Donc, la responsabilité est en partie collective. Ensuite, la manière dont on va réagir à cette action peut soit aggraver le conflit, soit l'amener vers une résolution. Maxime Rovère utilise par exemple la théorie du chaos, théorie découverte par le mathématicien Henri Poincaré, qui a montré qu'une toute petite variation dans un système dynamique peut le faire partir dans des directions très différentes, avec l'image du double pendule, si vous connaissez. Le même mot misogyne de l'oncle Pascal peut provoquer un silence gêné ou une explosion qui va déchirer toute la famille. Tout ça parce qu'il y aura eu des variations microscopiques à la base de l'interaction. Maxime Rovère propose de décrire les choses en ajoutant la mécanique des fluides à la théorie du chaos avec la métaphore du chapeau dans les vagues. Et oui, nous ne sommes pas comme une marcheuse dans la forêt qui peut décider du chemin qu'elle emprunte, mais plutôt un chapeau qui est soumis à tout un tas de courants, des courants d'air et des courants marins. Ces mouvements sont un bon exemple car ils sont très difficiles à prévoir. Trop de paramètres rentrent en jeu. Ces courants font référence à notre passé et notre histoire personnelle, mais aussi la société autour de nous qui a prédéterminé certaines actions. Au lieu de se laisser emporter par les flots, on va alors essayer de s'orienter en naviguant à travers ce qu'il se passe, en favorisant certains mouvements qui sont en cours. Mais pour naviguer, il faut essayer de comprendre ce qu'il se passe et ne pas oublier que nous sommes nous-mêmes maladroits et imprévisibles. En effet, quand on essaie de communiquer un message, on ne dit pas les mots qu'on veut, mais on dit surtout les mots qu'on peut. Ce qu'on fait ou dit est rarement parfaitement ajusté et ça, c'est quelque chose qui nous rend vulnérables. D'où l'importance de se parler. Exemple concret. Lors d'une dispute dans un couple, dans une famille ou entre amis, la personne qui vous interroge sur ce que vous avez fait ou dit, c'est une personne qui cherche à sortir d'une autre vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, c'est l'aveuglement, l'incompréhension dans laquelle elle est sur les paroles ou les actions qu'elle vous reproche. Et les vulnérabilités sont réciproques, elles s'emboîtent. Par exemple, si la femme est invisibilisée dans son couple, l'homme est simultanément en train de s'aveugler. Une dispute, pour en revenir à ça, ça rend tout le monde malheureux. Celui ou celle qui est victime d'une offense ou d'une domination, mais aussi celui qui l'exerce. C'est pour ça que Maxime Rovère nous invite à sortir d'une vision égocentrée de la dispute et d'aller voir ce que les autres pensent en se servant de cet effet miroir. Puisque, selon Platon, le meilleur miroir, c'est l'œil de l'autre. Pour s'émanciper des disputes, il nous propose de se parler à soi-même avec l'idée du dialogue intérieur. Faites donc comme Marc Aurèle, empereur romain, qui, le soir venu, réfléchissait et faisait des commentaires sur la façon dont il avait eu de réagir aux événements de sa journée. Il se parlait à lui-même. Maxime Rovère invite à dialoguer avec soi-même autant qu'avec l'autre. Et c'est ce dialogue qui va être crucial pour débloquer le conflit. Ok, donc se parler à soi-même, je retiens. Mais si on a une réaction qui était nulle, si on n'a pas su écouter l'autre ou que l'autre a été non plus pas terrible? On arrive alors à la question du pardon. Pourquoi est-ce que le pardon est si difficile ? Vivre une souffrance, c'est une épreuve à laquelle on essaye de survivre. Et en général, on en garde quelque chose à l'intérieur. Et tant qu'on garde ce quelque chose, il est impossible de faire le geste de pardon. Le pardon consiste à lâcher prise, à renoncer à la valeur de sa propre souffrance. Ok, elle a sans doute été utile, mais en tant que telle, c'est un déchet. Cela correspond à ce que Maxime Rovère appelle le pardon rationnel. En fait, ça revient à déconnecter l'idée du pardon de celle de la faute. Pardonner, ce n'est pas annuler l'origine du conflit, c'est plutôt dépasser la souffrance qui nous aveugle et aller plus loin. C'est là où se pose la question très délicate de l'excuse. Selon le philosophe, demander des excuses, c'est probablement vouloir que l'autre s'humilie devant nous pour compenser notre souffrance. Mais malheureusement, une souffrance n'est jamais compensée. Cependant, il est important d'écouter les demandes d'excuses qu'on nous fait
et se demander pourquoi. Car c'est souvent une façon d'attirer notre attention sur notre propre maladresse. Et c'est possible de s'excuser parce que, au lieu de vivre ça comme une humiliation, en fait, on va tenter d'accepter à quel point les humains sont maladroits. Et donc, demander à ce qu'on nous renseigne sur nos points d'aveuglement et de maladresse. C'est donc par un mouvement d'empathie que Maxime Rovère nous propose de sortir de la dispute et d'apaiser les tensions qui ont émergé. Dans une société où tout va très vite, l'idée de pouvoir changer lentement est cruciale. On parle de se transformer, d'évoluer ensemble, mais tout ça se passe à une vitesse plutôt végétale. Et vous le savez bien, on ne fait pas pousser les plantes en tirant dessus. Ne vous dites pas « je dois changer ». Dites-vous plutôt « qu'est-ce que je ne comprends pas ». Et souvenez-vous, vous n'avez pas le contrôle absolu des choses, vous êtes juste un chapeau dans les vagues qui essaye simplement de naviguer. Merci beaucoup Cécile pour ces quelques clés de compréhension sur les disputes. Alors Noël peut effectivement être un moment de stress, voire d'angoisse pour beaucoup de monde. Donc pas mal d'associations ou des médias engagés proposent dans cette période des espaces d'écoute et des ressources pour y faire face. Alors avant de faire un petit tour de table avec les bénévoles présents et présentes sur le plateau avec nous, on se quitte avec une dernière information et non des moindres, qui d'ailleurs peut être aussi un sujet de dispute. On espère la traiter avec autant de philosophie que Maxime Rovère, dont Cécile vient de nous parler. On a beaucoup parlé d'enfants dans cette émission sur la famille. Néanmoins, on peut aussi être une famille et avoir une famille sans avoir d'enfants, finalement. Un récent sondage de l'IFOP en 2022 montrait que 30% des femmes en âge de procréer ne veulent pas d'enfants. Ces dernières années, on assiste à une montée de ce que l'on appelle l'infertilité volontaire. Et 34% des Françaises estiment, donc interrogées évidemment, estiment que la maternité n'est pas nécessaire ou souhaitable au bonheur d'une femme. Ce chiffre était de 12% en 2000, donc ça a presque triplé en l'espace de presque 25 ans. La première raison, c'est pour des raisons d'épanouissement personnel, parce que avoir un enfant est vu comme un empêchement ou une contrainte à s'épanouir soi-même, soit pour le travail, soit pour l'épanouissement en termes de loisirs et voilà, de ce qu'on peut faire en dehors du travail. Et la deuxième raison rapportée, c'est les raisons climatiques, évidemment, changement climatique, bouleversement, tout ça. Et les raisons politiques, parce que bien évidemment, les guerres qui se passent et qui se multiplient à droite, à gauche, ça ne favorise pas des climats où on peut s'imaginer avoir des enfants grandir dans des conditions souhaitables. Et puisque je suis la caution Noël de cette émission, avec ton beau pull. Avec mon beau pull et ma chronique, je vous propose un dernier tour de table. Est-ce que vous voulez partager un peu justement vos astuces pour profiter un peu mieux des fêtes? Et peut-être que justement, en lien avec l'émission, vous avez comme envie d'élargir un peu votre conception de la famille, de bousculer un peu le schéma de célébration classique. Je vois que Sophie, tu es impatiente de partager. Oui, j'ai la chance de très bien m'entendre avec ma famille, ce qui n'est pas toujours le cas, mais aussi d'avoir des amis absolument extraordinaires. Et depuis que je suis ado, ma porte est grande ouverte à beaucoup de mes amis. Et donc, ma famille, maintenant, intègre assez facilement mes amis dans les fêtes familiales. Et je leur en suis entièrement reconnaissante. Par exemple, on va partir à la mer pendant les fêtes de fin d'année. Et mon papa a volontairement choisi une maison avec plus de chambres que de personnes dans la famille, puisqu'il y a ma famille amie qui peut se joindre à nous. Alors j'ai envie de dire que tout le Labo des Savoirs est invité, mais je pense pas qu'il ait prévu autant de chambres. Moi, pour ma part, Noël, c'est toujours un petit casse-tête, soit en termes de logistique pour essayer de voir tout le monde, soit un petit casse-tête social pour retrouver des parents qu'on n'a pas l'occasion de voir régulièrement. Là, je l'appréhende assez sereinement en réalité parce que justement, je retrouve mes autres familles juste après. Je considère que j'ai plusieurs familles, du coup, avec plein de groupes, en dehors de ma famille biologique, avec plein de groupes d'amis que je vais voir juste après cette semaine de Noël, plutôt avec ma famille biologique. Donc ça va, je serai au maximum des visites de famille pendant les fêtes. Moi, c'est un peu comme toi, Julie. J'essaye de privilégier ma famille biologique, mais aussi mes autres familles, donc les amis. Et j'essaye toujours de voir certains amis à cette période-là. Moi, c'est surtout je vais me séparer un peu en deux sur le 24 au soir et le 25 la journée avec ma famille biologique ce moment-là. Et donc, j'aime bien décompresser en fait avec l'heure et demie de route que j'ai entre les deux qui me permet d'être tout seul avec ma musique à fond à ce moment-là.
Ta famille, là, c'est toi qui te ressente sur toi. C'est ça, le petit battement entre les deux, le trajet est super pour ça. Non, moi, c'est un peu pareil. C'est un peu la dislocation, puisque les deux familles sont assez éloignées. Et bon, pour l'instant, nous, ce qu'on a réussi à trouver, c'est d'essayer de passer un temps suffisamment long dans chaque famille pour pas avoir l'impression que c'est la course, qui du coup a bousculé un peu Noël. Finalement, on n'arrive jamais vraiment à l'heure à Noël dans la deuxième famille, quand on vient quelques jours plus tard. Mais déjà, ça évite un peu la cohue et la panique du vrai repas, quoi. Et puis, ça permet vraiment d'avoir l'impression de pas juste faire les choses parce qu'on est attendu, mais d'avoir un temps un peu plus qualitatif, et ça fait du bien. Les fameux Noël numéro 1 avec un tel, Noël C'est ça. numéro 2 avec un tel, qui se prolonge parfois jusqu'en janvier. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on permute chaque année comme ça, voilà, tout le monde est content en moyenne. Ouais. Moi, je pense que ce qui me réjouit aussi, c'est que j'ai l'impression que ça y est, je suis enfin prête l'année prochaine, du coup pas cette année, mais à fêter Noël avec mes amis tout court et pas forcément avec ma famille biologique. Parce que du coup j'ai des parents séparés, donc moi aussi j'alterne d'année en année. Mais je pense que eux aussi ont leur vie maintenant et en fait c'est pas quelque chose de sacralisé dans ma famille cette période-là. Je pense qu'on aime juste se retrouver, donc on peut se retrouver à d'autres moments. Et j'ai autour de moi quand même pas mal de personnes dont la famille la famille biologique en tout cas, les parents c'est compliqué. Donc je pense que voilà, pour redonner un peu de cœur dans cette période-là, à partir de l'année prochaine, ça sera Noël entre amis. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Jérémy, merci à Maëlle, merci à Sophie, merci à Lila, merci à Cécile et merci à Sacha pour leur chronique. Si vous vous questionnez sur votre rapport à la famille, voire la parentalité, ou si vous avez envie de le faire, nous vous recommandons vivement les ouvrages et œuvres cités pendant l'émission, et d'autres ressources seront mises sur le site du Labo des Savoirs. Une émission préparée par Julie Emerlin et Jérémy Frexas, réalisée par Mélissa Touvron, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodessavoirs.fr ou nos réseaux sociaux et on vous dit à la semaine prochaine.